et le contrat, il est soumis à la TVA. Donc l'objectif derrière tout ça, c'est vraiment un retour sur investissement, contrairement au mécénat qui fonctionne totalement autrement. Donc il s'agit d'un don versé à une structure d'intérêt général avec des contreparties qui sont possibles, qui sont existantes, mais par contre, elles sont strictement limitées à hauteur de 25% du don. C'est une tolérance fiscale, d'ailleurs, ce n'est pas une obligation, on parle bien vraiment de tolérance. Donc on est dans le soutien en fait à des actions d'utilité sociale, d'utilité publique. Et pour ça, le donateur il bénéficie d'un avantage fiscal, donc d'une défiscalisation sur son don à hauteur de 66% pour un particulier sur l'impôt sur les revenus et 60% pour une entreprise sur l'impôt sur les sociétés. Et donc, pour faire une transition avec notre action, pour sécuriser en fait ce cadre du mécénat, donc la Fondation Histoire Français, elle formalise chaque convention de mécénat. Donc, globalement, en fait, on sécurise le process de mécénat pour être sûr qu'il n'y ait pas voilà, de requalification en sponsoring. Donc ça, c'est notre métier. Donc la distinction à avoir en tête, c'est le sponsoring, ça vise vraiment de la visibilité pure, et le mécénat, ça vise l'engagement, mais sans oublier qu'il peut avoir des contreparties, mais qui sont limitées. Donc, un rapide tour d'horizon de la fondation. Donc, on est une fondation reconnue d'utilité publique et on est aussi abritante, j'y reviendrai. Et on est la seule à être 100% dans le sport. Il y a beaucoup de fondations reconnues d'utilité publique en France, mais on est la seule à agir 100% dans le sport. On a été créé en 2011 à l'initiative du CNOSF et du CPSF. On est vraiment l'enfant du CPSF et du CNOSF. Et évidemment, on agit pour le développement du sport en France avec des missions d'intérêt général, d'inclusion, d'accompagnement des sportifs de haut niveau, de soutien aux clubs, fédérations et autres structures engagées en territoire dans le sport. Et globalement, on fait partie des héritages des grands événements sportifs, notamment voilà, au lendemain des Jeux 2024. Je vais vous parler rapidement de nos dispositifs opérationnels que vous connaissez certainement. On a 2 dispositifs à destination des sportifs de haut niveau inscrits sur les listes ministérielles, qui sont donc le pack de performance, qui est notre dispositif historique, et un petit nouveau qui est sorti l'année dernière, Soutien ton sportif, qui est un système de cagnotage pour les sportifs de haut niveau, qui sont donc autonomes dans la recherche de dons à travers la mobilisation de leur réseau local. On a également la même formule de dons directs via des cagnottes pour, cette fois-ci, les clubs amateurs, via le dispositif Soutien ton club. Et un dernier dispositif qui s'appelle Territoire de sport. Ça se passe également par du financement participatif, mais c'est plutôt à destination des autres acteurs qui ne sont pas ciblés par les autres dispositifs. Donc les autres associations, loi de 1901, mais du coup hors club amateur, les collectivités et les CROSS et les CDOS, qui sont totalement éligibles à Territoire de sport, pour notamment leur projet de rénovation d'équipements sportifs. C'est plutôt ça le projet qui bénéficie en fait du mécénat. Et je ferai un dernier focus sur notre autre casquette, hormis ces dispositifs que je viens de vous présenter, qui sont donc les fondations sous notre égide, car on est fondation abritante. Donc fondation sous égide, c'est quoi globalement? C'est une fondation hébergée au sein d'une fondation abritante, en l'occurrence nous. Donc la fondation abritée, elle dispose de son propre objet, de sa propre gouvernance et de ses propres ressources, mais elle s'appuie sur la structure abritante pour la gestion juridique, comptable et administrative. Donc finalement, c'est une fondation clé en main qui permet d'avoir une fondation donc sans créer de nouvelles structures juridiques. Finalement, il y a juste une convention d'abritance qui nous lie entre le fondateur de la fondation et la structure abritante. Donc on en a actuellement 15 actives. Donc ça, c'était fin 2024. Ces principales fondations sont fédérales. Il y a beaucoup de fédérations sportives, donc vous voyez le logo juste en dessous, qui ont créé leur fondation sous notre égide. Mais il faut savoir que le prochain conseil d'administration de la Fondation Sport Français est mi-décembre et il y en a une dizaine qui vont être soumis au CA. Donc on va quasiment doubler notre nombre de fondations abritées. C'est vraiment une structure et un dispositif qui est vraiment dans l'air du temps et qui fonctionne extrêmement bien. On a récolté donc plus d'1,5 million l'année dernière en 2024. En 2025, c'est en croissance évidemment vu le nombre. Donc ça, on fera le point rapidement au budget. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment une fondation créée par
n'importe quel fondateur, qu'il soit donc fédération sportive, entreprise, particulier ou même des associations qui souhaitent avoir une structure, voilà, ancrée dans le sport sous, l'abritance d'une fondation reconnue d'utilité publique et la facilité d'exécution de ces fondations, c'est qu'il n'y a pas besoin de créer une nouvelle structure juridique. Donc c'est très facile pour vous et vous gagnez aussi en autonomie. Vous avez votre propre gouvernance et votre propre objet. Nous, en tant que fondation abritante, on vous nous déléguez la charge administrative, vous récupérez notre statut d'utilité publique, et puis on vous accompagne aussi dans la valorisation de votre action, à travers notre communication et d'autres réseaux sportifs. Voilà, donc on a effectivement on a cité la fondation Avoba, par exemple, qui est la fondation, qui est une fondation sous notre égide créée par 3 fédérations sportives. On a des fondations donc créées par la fédération de hand, hockey sur glace, badminton, et cetera. On en a plusieurs. Voilà, pour ça, je pense avoir fini mon tour d'horizon. Je te laisse la parole, Victor. Merci Delphine. Je ne sais pas s'il y a des présents dans la salle qui veulent réagir à cette présentation de Delphine, donc qui est en charge des partenariats et au sein de la Fondation du sport français. En effet, je ne me suis pas présentée, mais tout à fait, responsable des partenariats. Alors, je reprends désolé, petit souci technique. Merci Bertrand d'avoir assuré le 1. Je vois une main levée, alors j'ai peut-être pas accès à toutes les mains levées, mais en tout cas, Gérard, D.A., en espérant que je n'écorche pas votre nom de famille. Allez-y. Exact. Oui, j'avais 2 questions. Savoir pourquoi on n'a pas, mais ça allait peut-être venir après, pourquoi on n'a pas précisé que le don maximal qui peut être effectué par une entreprise ne peut représenter plus de 5 pour 1000 de son chiffre d'affaires. Et deuxième question, est-ce que l'affiliation à la Fondation du sport français par une fondation locale entraîne une rémunération du service rendu? Alors effectivement, c'est tout le principe du mécénat qui peut être plafonné pour les entreprises. Ça, effectivement, je vous laisserai regarder, voilà, de votre côté, voilà, le tenant aboutissant effectivement de tout ça. À côté de ça, pour une fondation abritée, effectivement, nous prenons, ce qu'on appelle des frais de contribution à la FSF, qui est de l'ordre de 5 donc sur les dons reçus annuellement sur votre compte abrité en tant que fondateur. Donc pour, synthétiser, on reverse 95 de la somme que vous récoltez aux bénéficiaires. Voilà, on récolte 5 pour notre développement et surtout pour, assurer la charge administrative, à la Fondation du sport français. Gérard, juste pour nous, vous êtes de quelle entité? Que j'ai oublié de vous demander ça en... Je suis secrétaire général adjoint du CROSS Auvergne-Rhône-Alpes. C'est pas marqué. Magnifique, évidemment. merci. Pardon. Oui, mais c'est pour ça, comme ça, je saurais. Grand merci pour ces questions et ce commentaire. Est-ce que ça appelle d'autres commentaires, d'autres questions? Évidemment, Delphine reste avec nous à un moment. Ou est-ce que l'idée, c'est de donner la parole à Stéphanie Giraud de la Fédération française de tir à l'arc? Stéphanie, voilà, l'idée, c'est en écho à ce qu'a expliqué Delphine par rapport au parcours, aux réflexions de la Fédé tir à l'arc, peut-être nous dire où en sont vos réflexions, comment vous êtes appuyé aussi sur le dispositif du CNOSF, qu'est-ce que vous projetez, qu'est-ce qui vous reste à faire, voilà un peu ce que ça dit et ce que ça questionne et que ça fasse écho aux gens dans la salle qui se posent la question quant à leur démarche. Voilà, je t'en prie. Merci Victor. Bonjour à tous, donc Stéphanie Giroux, je suis la directrice communication et marketing de la Fédération française de tir à l'arc. Pour revenir un petit peu justement sur l'historique, nous, début 2025, en fait, suite à l'élection de notre nouveau président Julien Maigret, on a de nouvelles priorités et en fait, le sujet du mécénat vient sur le tapis. Pour information, sur notre budget de 5,5 millions de la FFTA, on a une part qui est extrêmement importante des revenus propres, subventions également, et tout ce qui va être lié aux revenus privés sont insuffisants pour développer avec nos ambitions. Donc on a une vraie, réelle demande politique d'en faire une priorité, à la fois de continuer à développer ce qu'on fait déjà sur le sponsoring et de se lancer dans le mécénat, chose que nous n'avions pas faite jusqu'à présent. C'est important que ça soit, en tout cas pour
pour notre fédération, mais je pense que c'est le cas pour de nombreux autres fédés ou structures, c'est qu'on a tous énormément de choses, plein de sujets différents et on est très occupés. Et nous, il a fallu que ça devienne une réelle priorité politique, une vraie commande politique pour, entre guillemets, nous imposer le fait d'y aller parce que forcément, ça prend quand même du temps. Enfin, un nouveau sujet nous prend du temps. Donc, ça a été un peu l'élément déclencheur quand on a fait le point en début d'année avec le nouveau président. Il s'avère que c'était un très bon timing, puisque justement à cette période, le CNOSF nous a proposé cet accompagnement mentoring sur le mécénat et où la fédération a été retenue. Donc j'ai pu suivre ça. Comme certainement beaucoup d'entre vous, j'avais quelques notions théoriques, soit vues pendant mes études quelques années avant, ou voilà, des choses qu'on entend par-ci par-là, mais ça reste quand même un sujet qui peut être technique sur certaines parties et où je n'avais pas toutes les compétences. Et donc, surtout que j'avais jamais eu l'occasion justement de travailler dessus vraiment dans mon cadre professionnel. Donc, ça m'a permis, avec les interventions grâce au CNOSF et leurs prestataires partenaires, j'ai pu renforcer mes acquis, apprendre de nouvelles choses, pas mal de bonnes pratiques aussi. Ça nous permet de voir ce qui se passe un petit peu sur le marché. Alors le CNOSF, pardon, on a, Victor l'a dit tout à l'heure, on a à disposition, mais là on avait également accès à de nombreux outils qui sont très intéressants pour nous pour continuer à développer notre champ de connaissances, mais aussi justement des outils qui nous aident après à préparer la mise en pratique. Je fais un peu ta pub, hein, Victor, mais il y a les temps d'accompagnement individualisés Je suis aussi très pour le content. coup. Je suis très, très Non, content. mais c'est vrai que je le souligne parce que c'est quelque chose qui a été très important pour nous. On a eu la chance d'avoir voilà, deux temps d'échange individualisés juste pour la fédération où on a pu poser de nombreuses questions qu'on avait, essayer de mettre en pratique encore plus individualisé par rapport à ce qu'on avait vu sur les temps en groupe. Et puis c'était intéressant aussi parce que finalement, ces temps-là, donc ils sont en présentiel et ça nous a permis d'échanger avec d'autres fédérations. On était tous sur un niveau plus ou moins débutant dans le mécénat et finalement, on se pose un peu les mêmes questions, on a un petit peu les mêmes problématiques là-dessus. Donc c'était très intéressant de pouvoir échanger. Et du coup, ça nous a permis, voilà, sur l'année 2025, de mettre le pied vraiment à l'étrier, d'avancer sur le sujet. Pour information, nous, en tant que Fédé, donc, comment on a réfléchi un petit peu à la stratégie, notamment la stratégie des sujets apportés par le mécénat. Alors Delphine l'a dit tout à l'heure, mais évidemment, le mécénat, c'est sur des sujets d'intérêt général, mais il fallait aussi imbriquer avec les priorités de notre PSF. Que ce soit des sujets suffisamment avancés aussi pour pouvoir se concrétiser dans le rétro-planning envisagé. On peut dire qu'on va faire un super truc, mais si c'est pas une priorité, si finalement c'est tellement abstrait pour l'instant que on va mettre 2 ans à mettre la chose sur pied, voilà, faut pouvoir prioriser nos sujets. Et puis, avec tout ce qu'on a pu voir avec le CNOSF ou d'autres à d'autres moments, savoir aussi ce qui est porteur de dons actuellement. Notamment, on avait des baromètres qui étaient assez utiles. Et enfin, de se dire, nous, en tant que fédération, on a des besoins fédéraux de soutenir ce qu'on fait nous directement, mais aussi ce que font nos clubs. Donc voilà, c'est un peu tout ça qu'on a pris en compte et que, pour information, on finalise de prendre en compte puisque c'est pas encore validé exactement sur quel sujet on va prendre au lancement, puisque évidemment l'idée c'est pas de lancer notre campagne de mécénat avec 20 sujets différents. Il y aurait pas de cohérence, on se perdrait dedans, donc il faut savoir prioriser. Voilà, pour information aussi, on compte sur la stratégie de don aller à la fois sur les particuliers. En tant que fédération, en tant qu'entité sportive, vous avez forcément des licenciés. Donc ces particuliers qui sont déjà acquis à votre cause pourraient être intéressés à faire des dons. Les professionnels également, évidemment, avec les sociétés privées, que ça soit déjà des
entreprises avec qui vous avez un lien, donc par exemple vos prestataires ou vos partenaires, ou dans un second temps pour nous, ce sera cette phase de commercialisation après en externe avec des entreprises avec qui on ne travaille pas déjà actuellement. Voilà, dans la stratégie aussi, alors on est en discussion avec Delphine, mais forcément la Fondation du sport français rentrait dans nos interrogations. Pour information, donc en tant que fédération, je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les entités qui sont présentes aujourd'hui, mais nous en tout cas on pouvait récolter en propre, parce que voilà, notre partie lucrative nous le permettait, mais on souhaitait d'un point de vue d'image aussi pouvoir bien dissocier ce qui sera porté par le mécénat et ce qui est porté par la FFTA. Et puis, on s'est rendu compte que bon, une fondation en propre, c'est pas dans notre ambition. Un fonds de dotation peut être intéressant, mais pour nous, c'était trop de contraintes administratives, donc on va se tourner vers une fondation abritée, ce qui est plus simple pour nous. Et un petit peu du coup pour finir sur nous les prochaines échéances, vous avez bien compris que aujourd'hui la fédération de tir à l'arc, on est en plein dedans, en pleine préparation. On va avoir un deuxième temps d'accompagnement grâce au CNOSF la semaine prochaine, où on va pouvoir mettre un petit peu à l'épreuve ce sur quoi on a avancé et les sujets qu'on souhaitait potentiellement mettre en avant sur notre mécénat. On a les discussions également pour la mise en place du véhicule de récolte de dons et avec tout ça, les sujets prioritaires qui seront bien définis vont nous permettre en fait de lancer la campagne. L'objectif c'est lors de l'Assemblée générale, donc d'ici quelques mois, chez nous c'est fin mars. Et en fait pour nous c'est important de pouvoir porter ce sujet auprès de notre public interne, nos représentants de club et de comité, pour lancer ça symboliquement à l'Assemblée générale et ensuite évidemment avoir la phase après de commercialisation où il faut encore qu'on définisse quand même notre objectif puisque on lance ça mais ce sera important aussi de savoir où on veut aller exactement et si on a réussi à court, moyen, long terme à remplir nos engagements. Et donc avec une stratégie de commercialisation, je vous l'ai dit, d'abord en interne avec nos prestats, nos licenciés, nos partenaires, les personnes avec qui on a déjà un lien. Et ensuite en externe, pour info, on se pose encore la question de savoir, on a quelques moyens humains en interne, mais on est quand même limité par le temps. Donc potentiellement de faire appel à une régie commerciale pour nous accompagner dessus. Et un point qui m'avait été donné en échangeant avec la personne en charge du fonds de dotation du rugby. Une très bonne idée, c'est d'avoir des élus aussi ambassadeurs. On est souvent seul ou peut-être deux sur ce type de sujet et ça peut être un peu chronophage. Et finalement, en interne, il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent vous accompagner dessus, qui peuvent représenter la Fédé et si elles ont des contacts, si c'est des élus qui vont sur le terrain, qui parlent à des personnes potentiellement intéressées par ça. Finalement, si vous arrivez à identifier quelques élus qui peuvent vous aider à porter le projet, je pense que c'est quelque chose de très intéressant et donc on va mettre en place aussi là ce petit collectif d'ambassadeurs à qui évidemment on va donner des infos clés, quelques éléments de langage, bref des informations qui vont leur permettre au fil de leurs rencontres et des opportunités qu'ils pourraient avoir, d'avoir en tête le mécénat et comment dire, la stratégie de la fédération pour éventuellement faire des connexions. Voilà un petit peu sur ce que j'avais prévu de vous dire. Je ne sais pas si, Victor, tu as d'autres sujets que tu souhaitais que j'aborde ou s'il y a des questions peut-être. Permet de reprendre la main 3 secondes. Non, merci beaucoup, Stéphanie. C'est exactement ça, très instructif. Avant de passer peut-être à des questions, je crois que Bertrand voulait compléter, puis vous parler aussi des dispositifs d'accompagnement et de ce qu'on propose, vu que tu as fait le lien. Je pense que je comptais le faire à la fin, mais autant en parler maintenant aussi sous le contrôle de Thomas et de comment on compte l'emmener aussi sur les territoires. Bertrand, je t'en prie, je te laisse.
Ouais, je voulais juste apporter une précision quand on parle des projets d'intérêt général, en général dans le sport, quand on veut essayer de financer par le mécénat un projet d'intérêt général, c'est souvent des projets qui tournent autour de l'éducation, de la santé, du développement durable, ou toutes les questions un peu sociétales qui ciblent notamment le développement du sport féminin, quand dans les fédérations, dans les pratiques sportives où il y a un décalage, tout ce qui est le handicap, le sport en milieu rural, ou ce genre de thématiques qui peuvent être financées, des actions qui peuvent être financées par le mécénat. Par contre, effectivement, on ne peut pas financer par le mécénat la montée en première division de l'équipe masculine senior première. Ça, si c'est mécénable, mais bon, c'est moins évident. Alors que développer la pratique auprès des jeunes filles de collège, oui, c'est clairement d'intérêt général. Et peut-être, alors je pensais que Bertrand, tu voulais enchaîner, mais je vais le faire avec plaisir. Du coup, de ce que parlait Stéphanie, donc évidemment, dans le cadre de tous les formats qu'on propose, on propose un mentoring, dans le cadre du dispositif d'accompagnement, on accompagne 10 à 12 projets de fédé depuis maintenant 2 ans. Stéphanie et la fédé de tir à l'arc en sont un. On a une dernière session les 3 et 4 décembre prochains. Si certains sont intéressés, veulent se joindre au groupe et qu'il reste de la place, je vous invite à vous tourner vers Bertrand ou au moins à faire un appel à manifestation d'intérêt. Pourquoi je dis ça? C'est qu'il est possible pour les fédés comme pour les territoires qu'on lance quelque chose en 2026. Et là, je passe sous le contrôle de Thomas. Donc en fait, même si on ne peut pas vous accueillir les 3 et 4 décembre faute de place, on saura déjà vous prévenir et vous mettre dans les boucles pour éventuellement les lancements des accompagnements personnalisés en 2026. Vous serez sûr de ne pas les louper. Voilà, donc n'hésitez pas, Thomas plutôt pour les territoires, Bertrand pour les fédérations, ou les deux, Bertrand cette fois-ci. Si certains sont intéressés, pensez à nous prévenir, à nous le dire. Quoi qu'il arrive, il y aura des boucles, des mails, des appels, mais au moins on est sûr de ne pas vous louper si vous êtes à fond et si c'est votre thématique prioritaire pour 2026. Voilà, je rappelle évidemment que tout est dans le centre de ressources et ce temps sera enregistré et mis aussi en replay pour ceux qui l'ont loupé ou qui veulent y revenir dans le centre de ressources, en plus de tout un tas de ressources du CNOSF. S'il y a des questions pour Stéphanie ou pour Delphine, ou des questions qui vous sont venues entre-temps, j'ai vu qu'il y avait aussi quelque chose dans le chat. Bien sûr, vous pouvez aussi noter des choses dans la conversation. J'ai pas vu, c'était une question. Voilà, Stéphanie, Penven, FFESM, on note, bien noté avec Bertrand, ton intérêt. Et j'ai vu une main levée, le GDOS 95, je crois, vous en prie. Alors, je sais pas assez bon sur tous les départements pour tout savoir, mais allez-y. Le Val d'Oise. Le Val d'Oise. Le Val d'Oise, oui, mais moi, je les ai pas appris par cœur. Je suis désolé. Voilà, allez-y. Une petite question, principalement pour la fédération de tir. J'entends parler pour la collecte de mécénat d'une régie commerciale. Ça me semble un peu étonnant. C'est le terme commercial qui vous interpelle ou c'est le fait qu'on externalise Les deux, la rémunération d'un tiers pour une collecte du mécénat, ça me semble un peu sortir de l'esprit, mais peut-être que je me trompe. C'est quelque chose où c'est pas encore acté, hein. Effectivement, on se pose aussi la question. Néanmoins, on a des limites malheureusement de temps chez nous. Principalement, la régie commerciale à la base, on l'avait envisagée pour la partie plutôt sponsoring, en effet, puisque on a pour l'instant la main sur le mécénat. Néanmoins, c'est pas parce que c'est externalisé que ça ne fait pas sens, puisque de toute façon, que ça soit du temps de salarié de la fédération ou un prestataire externe, il y a un coût derrière pour aller prospecter, pour commercialiser finalement cette offre de mécénat. Alors le terme commercialisé, effectivement, peut-être pas le plus approprié quand on parle de dons et de philanthropie. Néanmoins, ça reste ça. Il faut pouvoir faire connaître votre fondation, vos projets et justement aller récolter. Ça se fait pas malheureusement en un coup de baguette magique et il faut bien qu'il y ait des personnes qui aillent
prospecter, qui aille rencontrer des entreprises potentielles, qui aille, bon alors ça c'est plus nous, mais organiser des campagnes de com, ça ce sera en interne, mais en tout cas sur vraiment la recherche, notamment pour les entreprises, il y a forcément un commercial, un agent, ou vous l'appelez comme vous voulez, mais quelqu'un qui doit s'en occuper. Alors la Donc mécanique, voilà. elle est un petit peu, ouais, effectivement, tu as raison, Stéphanie. La mécanique est un petit peu différente par rapport au sponsoring. Au sponsoring, vous prenez une agence, il y en a plein sur le marché. Vous prenez une agence et ils sont commissionnés sur l'argent, sur les sponsorings qu'ils apportent à la fédération. Alors qu'en mécénat, enfin, j'en ai celles avec qui j'ai pu échanger, et c'est aussi un métier technique qui demande une expertise. L'agence vous aide à monter le dossier, à bien présenter les choses et créer le lien avec le mécène potentiel. Mais pour autant, j'ai pas rencontré d'agence spécialisée en mécénat qui prend un pourcentage sur le don. Donc il y a une déontologie assez forte dans le mécénat, dans le secteur de la philanthropie en France. Et donc ils prennent un fixe pour vous accompagner, mais ils prennent pas de pourcentage. Donc cet aspect commercial, c'est peut-être là où vous tiquiez tout à l'heure. Voilà, mais on joue sur les mots, mais c'est bien d'être précis et vous avez raison. Pour rebondir, peut-être apporter la réalité des fondations sous notre égide existante. Effectivement, de toute façon, il n'y a pas de choix. Il faut mettre à disposition en tant que fédération des salariés pour pouvoir faire vivre en fait cette fondation. Donc effectivement, il peut avoir cette possibilité de mise à disposition de salariés. Il peut avoir du mécénat de compétences. Alors ça concerne plutôt les entreprises privées, mais ça peut aussi concerner les fédérations. Et je crois que c'est un sujet qui va être abordé plus loin dans le webinaire. Et effectivement, la troisième possibilité, et c'est possible en tant que fondation abritée, c'est de payer une prestation pour pouvoir, voilà, effectivement, que la personne payée via la prestation puisse développer, en tout cas, on achète l'expertise effectivement de quelqu'un, donc c'est possible, ça fait partie des frais de fonctionnement qui peuvent être effectivement limités dans le budget annuel d'une fondation, même si tout est relatif, parce que lors d'un lancement d'une fondation sous égide, on comprend que ces frais de fonctionnement peuvent être un petit peu supérieurs, par exemple, à voilà, un pourcentage bien défini. Mais en tout cas, voilà, c'est une réalité, c'est possible, même dans le cadre du mécénat, en effet. Stéphanie. Ton micro est coupé, je vais le faire. Merci Delphine pour ces précisions, Bertrand. Stéphanie, vous voulez prendre la parole? Alors, je ne vais pas écorcher ton nom de famille, Stéphanie, donc je vais te laisser parce que je suis proche d'une petite erreur. C'était bien parti. Donc, Stéphanie Penven, je suis secrétaire générale adjointe de la Fédération de plongée. J'avais une première question à Stéphanie. Par rapport au sujet, en fait, tout à l'heure, tu as dit que vous étiez en train de travailler sur les sujets, en fait, porteurs. Est-ce que tu as des exemples à nous donner ou c'est confidentiel? Non, c'est pas confidentiel. Alors, je ne veux pas vous partager les notes non mais les plus, grandes mais thématiques, en fait. dans les grandes thématiques, alors Bertrand en a cité quelques-unes, hein, évidemment, ça reste assez logique aussi pour nous. La place des femmes dans le tir à l'arc, ça fait une dizaine d'années que on a des actions spécifiques pour la féminisation qui fonctionnent, hein. On est passé de 26 ou 28% à aujourd'hui 36% de femmes en 10 ans. Mais on souhaite aller encore plus loin. Donc dessus, on a des événements ou des accompagnements, par exemple, avec le club des 300 femmes dirigeantes, où la fédération a son propre maintenant programme également. Donc ce genre de choses sur la féminisation, l'inclusion pour les personnes en situation de handicap. Alors chez nous, ça manque encore un petit peu de concret, justement, ce que je disais tout à l'heure dans ce qu'on souhaite mettre en place. Donc, c'est peut-être pas un sujet qui sera au lancement, mais en tout cas, c'est un sujet qu'on va avoir sur le mécénat. On a des notions. Alors, Bertrand le disait, aujourd'hui, c'est pas pour, par exemple, une montée en D1 ou pour accompagner tel athlète de haut niveau. Néanmoins, on a un sujet qui est à la fois sur un spectre de personnes assez large sur l'accompagnement médical dans la performance et notamment sur la santé psychologique et l'accompagnement mental. Voilà, pour l'épanouissement personnel de nos archers. On a tout le volet éducation avec finalement un peu former les citoyens de demain, comment éduquer par notre sport.
l'insertion professionnelle des archers, enfin socio-professionnelle des archers, toutes les notions de double projet, des sports-études, etc. Donc là-dessus, il y a aussi, aussi un sujet. On a un sujet sur les préventions et accompagnement dans le cadre des violences. Voilà, c'est un sujet aussi qu'on a pu mettre. Euh, autre chose, alors, notamment le tir à l'arc, cette discipline un peu historique et ancestrale, on a quand même, nous, pas mal de sujets sur le patrimoine et finalement sur comment avoir cette culture qui est liée au tir à l'arc et comment la pérenniser pour ne pas perdre aussi ce qui fait notre ADN de base. Voilà, donc c'est un petit peu les sujets qui sont revenus. J'ai oublié de préciser tout à l'heure, mais évidemment, pour identifier les sujets, on a pas mal discuté en interne, à la fois avec les opérationnels, avec les élus, pour justement, dans le contexte de sujets d'intérêt général, pouvoir identifier ce qui pourrait être intéressant pour eux. Donc, c'est un petit peu tout ça qui est ressorti, avec dedans, à chaque fois, évidemment, des sous-sujets, des sous-projets et voir ce qui est intéressant. Donc là-dessus, je ne sais pas encore ce qui fera partie de nos sujets au lancement, mais ce sera dans ces thématiques-là. Super, merci. Je t'en prie. J'ai une deuxième question du coup par rapport à l'intervention, alors pas pour Stéphanie, mais pour Bertrand. Sur le sponsoring, tu as dit tout à l'heure qu'il y avait des agences spécialisées pour la recherche de sponsors qui sont ensuite commissionnées par rapport à l'argent qu'ils récoltent. Est-ce que vous avez une liste d'agences? Parce que moi, c'est la première fois que j'entends ça. Donc, je serais intéressée si vous avez une liste d'agences qui s'occupent de trouver des sponsors pour les fédérations. Je ne sais pas si ça existe. Alors oui, en sponsoring, vous parlez. Ouais, Oui, ça existe. Non, j'ai pas de liste, mais oui, ça doit se trouver. On pourra regarder ça effectivement, mais en faisant une recherche sur nos moteurs de recherche favoris, on peut trouver. Ouais. non, c'était au cas où il y avait une liste déjà Et un j'en peu connais, structurée. j'en connais quelques-unes, Stéphanie. Je pourrais vous rediriger à l'occasion sur ce sujet précis, Super. qui est hors mécénat, mais à l'occasion sur une boucle à part. Refaites-moi cette demande et je verrai comment je peux vous rediriger, vous aiguiller ou vous aider là-dessus sans problème. Je vois qu'il y a 2 autres mains levées, mais si on peut temporiser sur les questions et peut-être, je ne sais pas si Hervé Lieberman est arrivé et des nôtres, peut-être lui donner la parole. On remercie Stéphanie Oui, évidemment je qui suis là, reste pour les Victor. Je questions. suis là. Magnifique. Je suis là, Victor. Hervé, je t'en prie, je te laisse la parole pour le Cross Région Sud, qui mène des opérations de mécénat ou qui a pris ce sujet à bras-le-corps de votre côté. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la manière dont c'est fait, la manière dont c'est géré, s'il y a un véhicule connexe, si vous faites ça en propre, comment vous faites? Et puis ensuite, évidemment, je reprendrai Gérard et les mains levées par ailleurs. Hervé, Bien sûr, j'allais bien dire, la sûr. scène est à vous. C'est très gentil. Désolé du petit retard, j'avais un problème de disponibilité et je me retrouve dans la voiture pour faire cette visio, mais garé, parqué, donc pas de souci de sécurité. C'est parfait. Le C'est les aléas cross du direct. provençal Côte d'Azur, oui, exact. Le cross provençal Côte d'Azur, effectivement, c'est poser cette question en particulier parce que nous étions une des régions accueillant des activités nautiques pour les Jeux Olympiques de 2024 et que nos partenariats et notre façon de pouvoir collecter ou d'accrocher des fonds sur lesquels on aurait la main complète pour la distribution sur certains athlètes est passé par la création d'un fonds de dotation. Donc voilà comment on est rentré dans le mécénat. Et pour monter le fonds de dotation, on s'est appuyé évidemment avec un cabinet spécialisé, FIDAL, dont la direction régionale Sud est le leader sur l'ensemble du territoire, pour sécuriser et que nous n'emmenions pas un partenaire privé dans du mécénat qui serait requalifié a posteriori sur du sponsoring, parce que ce serait terrible pour le cross et pour notre entité. Entre-temps, la Fondation du sport français nous a proposé
l'hébergement et différentes choses. On ne l'a pas encore fait, mais ça fait partie des choses qui, à terme, pourront vraisemblablement nous plaire et en tous les cas nous séduire. Et on ne se prive pas d'avoir cette possibilité. Pour le moment, et parce que l'histoire nous donne juste un petit peu plus de pression quant à la maîtrise de ce captage du mécénat en Provence-Alpes-Côte d'Azur, parce que nous allons être une région hôte des Jeux olympiques d'hiver, dans la même décade, dans le même pays, ce qui est quand même assez exceptionnel et que ça ne se repassera plus jamais de la sorte. Ça n'enlève rien à ce que j'ai dit à l'instant, de savoir si à un moment on n'ira pas se faire héberger par le fonds de dotation, enfin la fondation du sport français. En tous les cas, aujourd'hui, les questions qui ont été abordées ont fait qu'on a effectivement mis un certain nombre de moyens, qu'on fait intervenir un partenaire extérieur pour aller chercher des partenaires, pour aller capter et régler l'ensemble de tout le suivi administratif, parce que sinon ce serait du personnel du comité régional olympique et sportif, comme Stéphanie Giroux vous l'a indiqué, soit c'est du personnel de la fédération, soit on externalise. Et en fait, un partenaire commercial, c'est simplement qu'il faut suivre tout le fonctionnement du mécénat. Et pour le moment, on reste calé sur ce sujet. La question que j'évoque avec vous, et je sais qu'on est nombreux autour de ce webinaire, c'est merci au CNOSF de s'être emparé de ce sujet et de nous faire réfléchir ensemble. Ensemble, on arrivera à poser quelque chose qui nous fera peut-être changer notre vision du mécénat, mais en tous les cas, il est temps que nous consacrions et qu'on s'intéresse sérieusement à cette captation du mécénat. À un moment, je pense que Victor, Thomas Rama et le CNOSF nous diront où pourront computer l'ensemble des mécénats qu'on pourra capter et qui aura peut-être un intérêt à recentraliser sur un seul ou une seule entité sur lequel le mouvement olympique ou non olympique, donc le CNOSF, aura par exemple la vision, la gestion en tant que filiale. Enfin, je ne sais pas si c'était ce que vous souhaitez, Victor et Thomas, que j'indique autour de ce webinaire, mais pas d'opposition, au contraire, une pleine collaboration avec la Fondation du sport français. Et en même temps, on est quand même très fiers de notre régionalité, de nos provinces, et on voulait avoir la main. Voilà pourquoi on a créé ce fonds de dotation, et ce qui aujourd'hui encore semble être le meilleur outil pour nous, mais on n'a pas d'ancrage et d'opposition à faire mieux avec un arbitrage ou une réflexion CNOSF des territoires, que ce soit les CDOS, les CROSS ou les CTOS. En tous les cas, on est certaines régions à avoir opté pour créer ces fonds de dotation. Voilà, je m'arrête là pour ne pas capter trop la parole, et j'espère que ça correspondait à ce que tu souhaitais. Ça correspond, et peut-être te demander de prolonger. De ce que j'ai compris, le fonds de dotation à la base avait j'allais dire un unique, corrige-moi, mais un unique but pour les bases nautiques, pour des équipements, des choses comme ça. Est-ce que du coup il y a volonté comme dans la logique de ce que Stéphanie évoquait, d'évoquer les pistes, de l'ouvrir sur des financements d'autres choses, maintenant, notamment dans la logique d'Alpes 2030. Et après, pour refaire un petit préambule, c'est justement pour ça que je fais témoigner, pour avoir des diversités de manières de faire. Ça peut être en propre, ça peut être via la Fondation du sport français. Personne n'a la solution unique. Donc c'est aussi qu'en fait, les gens autour de la table sachent tout ce qui existe et ensuite se fassent leur opinion, que l'accompagnement mentoring du CNOSF sert aussi à ça, d'étudier les pistes et de se dire est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi, comment, et rappeler que ça demande aussi des moyens humains internes. Je pense que tant Hervé que Stéphanie l'a dit, c'est important, et Delphine, quelque part, ça vaut pas, c'est pas créer pour créer et ensuite rien opérer. Donc évidemment, on est transparent là-dessus. Mais moi, c'était plutôt du coup maintenant que vous aviez ce fonds de dotation qui à la base avait eu un usage, peut-être d'autres usages. Comment vous voyez sa diversification de missions ou pas du tout? Ou est-ce que vous allez recréer autre chose pour une mission supplémentaire, par exemple? Comment le CROSS voit ça? Pour être encore un petit peu plus précis, on ne sait pas forcément comment diriger sur la création de ce fonds de dotation.
pour les infrastructures des bases nautiques, ce qui aurait été une bonne complémentarité de l'implication des collectivités territoriales, que ce soit les régions, les intercommunalités ou les départements, mais en l'occurrence sur les athlètes. Et par exemple, on pourra communiquer en toute transparence, peut-être en enlevant les noms pour une question d'anonymat, mais on a été amené et appelé à suppléer des trous dans la raquette que la maison de la haute performance dirigée par Onesta, aujourd'hui par Cuchera, auquel cette maison de la haute performance ne pouvait pas répondre. Un certain nombre de nos athlètes, et vous savez que cette démarche de la haute performance a été créée parce que à Rio de Janeiro, 50% des représentants de nos équipes olympiques vivaient en dessous du seuil de pauvreté. L'idée a été de créer donc ce salaire et de faire un certain nombre de choses. Au-delà du salaire d'un certain nombre d'athlètes, on a aidé une quinzaine d'athlètes de haut niveau pour des raisons directes ou indirectes qui ne rentraient pas dans ce que faisaient parfaitement les maisons régionales de la haute performance ou l'Agence nationale de la haute performance. Je citerai un exemple, un cavalier qui, au travers d'un problème climatique dans la vallée de la Vésubie, avait l'ensemble de ses écuries sur lesquelles il avait beaucoup investi, qui ont été emmenées par les flots dans le fond vers la mer. Et donc, on s'est retrouvé avec la maison de la performance qui lui dit, mais nous, on ne sait pas financer le complément des 30 000 euros qu'il faut faire pour qu'on rééquipe vos écuries, que vous puissiez continuer de vous entraîner dans votre sélection, dans l'équipe olympique de dressage. Voilà ce qui s'est passé et cet athlète, on l'a soutenu, on est allé via le fonds de dotation apporter ce support d'argent sonnant et trébuchant pour qu'il puisse continuer d'avoir des prêts le temps du remboursement et pour participer aux équipements. Mais nous est arrivé aussi dans l'équipe paralympique, parce que fédération non paralympique, de devoir suppléer un moment ponctuel compliqué pour une athlète, mère de famille, qui n'avait pas de boulot parce que souci de travail hors fédéral, et de faire un chèque de 6 000 euros immédiat parce que le banquier avait besoin de cette récupération de fonds. Voilà deux exemples complètement différents, l'un concernant sur de l'installation et depuis, comme on a les Jeux de 2030, eh ben, on se retrouve embarqué avec les chambres de commerce et d'industrie régionales, donc départementales, pour compléter sur les athlètes olympiques et paralympiques qui, dans leur fédération et dans chacune de leurs disciplines, sont parfaitement suivis par la maison aussi de la haute performance, mais il y a des trous dans la raquette et voilà notre vision. On n'est pas encore rentré avec le fonds de dotation sur le fonctionnement du territoire du cross. Pour le moment, on continue de travailler de manière très classique sur le fonctionnement du territoire. Voilà, j'espère avoir été assez clair. En tout cas, ça précise ce que je pensais pour les... Enfin, voilà, pas au-delà des bases nautiques et de ce qui était évalué. Merci beaucoup pour ça, Hervé. Je vais redonner la parole aux questions et je remercie Gérard et le Val d'Oise d'avoir patienté. Du coup, je ne sais pas pour qui est la question, Gérard, mais je t'en prie. Merci Hervé, et puis il y aura peut-être des questions, restez avec nous si vous pouvez. Bon, Et restez garés surtout. J'avais une intervention sur les agences pour des sommes relativement un peu importantes ou pour des projets qui ne seraient pas très importants. Moi, je déconseillerais d'avoir recours à des agences parce qu'ils prennent 30 à 40%, donc il faut être préparé quand l'argent vient, en voir une grande partie s'en aller. Mais je voulais intervenir maintenant dans la suite de ce qui vient d'être dit par notre collègue de PACA, enfin de Sud de France, pour dire qu'en Aura, un fonds de dotation avait été créé il y a déjà 3 ans par le précédent président, qui avait distribué un petit peu d'argent sur le même modèle, c'est-à-dire après l'expertise des besoins des sportifs de haut niveau de la région, et qu'on a essayé de relancer cette année. Alors donc, on a créé une sorte de récit qui est le suivant. En Auvergne-Rhône-Alpes, il y a un tissu industriel économique, c'est pareil dans d'autres régions, mais c'est quand même la 2e région de France avec 8 200 000 habitants. On n'est pas là pour se faire concurrence, au contraire, hein, bien sûr. Mais il y a un tissu économique industriel énorme et le récit consiste à vouloir dire aux entreprises,
vous réussissez économiquement sur le territoire de la région, vous êtes fiers de réussir, vous ne voulez pas aller dans une autre région, et nous avons, nous, de notre côté, la connaissance d'un public. La Maison régionale de la performance nous l'a évalué à une bonne trentaine de sportifs de haut niveau, en passe d'obtenir des médailles, c'est toujours la même stratégie, qui voudraient bien continuer de garder leur affiliation à un club de la région Auvergne-Rhône-Alpes en allant décrocher, si possible, des médailles. Donc l'idée, c'est, vous êtes, vous, des entreprises qui êtes fiers de réussir sur le territoire régional, et en face de vous, il y a des jeunes qui sont fiers de vouloir aller vers le plus haut niveau. Rejoignons-nous, mettons-nous ensemble, parce que nous poursuivons le même objectif, qui est de faire briller les couleurs sportives et les couleurs industrielles et économiques sur le territoire de cette région. Pour ça, l'idée complémentaire… Je vais vite. Pardon de vous interrompre, mais est-ce qu'il y a une question derrière ou quelque chose, si c'est un cas particulier de votre témoignage en plus auquel on peut répondre peut-être avec Delphine, avec Bertrand, par ailleurs avec Thomas, peut-être que détaillez-nous ce cas-là qu'on partagera, mais le temps nous est un peu compté sur ce temps d'échange. Je vais vite. Et voilà, je me permets de… Oui, non, mais c'est normal. Je vais vite. Donc, j'ai parlé du récit. Maintenant, ce que je voudrais développer aussi, c'est que c'est pas… Si vous voulez, l'idée des entreprises, souvent, c'est de s'approprier 1, 2 ou 3 ou 4 sportifs d'une discipline en disant, ben, nous, on a envie de matcher avec ceux-là. L'idée, c'est au contraire de créer un club d'entrepreneurs et à côté, un groupe de sportifs pour que ce soit le collectif des deux côtés qui se rencontrent et qui se soutiennent. Voilà. Alors, je termine en disant que pour l'instant, alors qu'on a démarré, on a une plaquette, etc., on n'est pas complètement passé à l'acte, au motif que le Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes vient de lancer le club des légendes du sport de la région, avec un gros financement à la clé, et que c'est le CROSS qui en est l'opérateur pour l'instant. Et donc, c'est complémentaire, mais nous, du coup, on a pris un tout petit peu de recul en attendant de finaliser tout ce que je viens de dire. Voilà, merci et pardon d'avoir été peut-être trop long. Merci. Alors, merci pour déjà cette initiative que je ne connaissais pas. On creusera à l'occasion via Thomas. N'hésitez pas à nous faire part ou nous en faire un petit laïus. Peut-être qu'on pourra le partager dans la newsletter, etc. Voilà, je vois qu'Anaël Guével a levé la main. Et puis après, je donnerai la parole à la DRH du CNOSF par la suite. Anaël, je t'en prie. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Anaël de la Fédération française de voile. J'avais une question pour vous, Hervé, mais peut-être que Stéphanie, vous pouvez y répondre. Nous, du coup, ça fait, je pense, 2 ans qu'on est sous l'égide de la Fondation du sport français. Et là, cette année, on a fait notamment 2 demandes auprès de cabinets un peu spécialisés dans de la recherche de dons, mais vraiment en mode phoning, etc. Parce que tout simplement, on n'a pas spécialement les RH en interne. Donc, sur la partie sponsoring, on a déjà bossé avec une agence, mais qui sont vraiment spécialisées dans le sponsoring et pas spécialement dans le mécénat. Et du coup, je ne sais pas, Hervé, vous évoquiez que du coup, vous étiez fait accompagner parce que vous n'aviez pas spécialement les ressources. Est-ce que vous aviez le nom du cabinet? Là, on est vraiment en période de test et je voulais savoir si ça pouvait, ou si vous connaissiez Fidelis, là, par exemple, c'est peut-être celui avec qui on va travailler. Si Victor me le permet, juste une réponse directe. Oui, pour vous donner les coordonnées du cabinet Fidal, qui est le principal cabinet juridique français qui traite des fondations, qui apporte une certaine sécurité, mais il en existe plein d'autres. Donc évidemment, celui que vous avez en ligne est certainement aussi titré pour le faire. Quand Thomas aura fini et décroché de la visio, il vous envoie toutes mes coordonnées. Je vous fais parvenir les coordonnées du cabinet Fidal et vous ferez le choix par rapport à leurs prestations au sujet. Ce que je voudrais simplement peut-être, et assez rapidement, je vais essayer d'être synthétique, la Fondation du sport français est pour moi l'incontournable. C'est le pilier de tout notre mécénat. Sauf qu'aujourd'hui, pour moi, président de CROSS, qui en suis à mon dernier et 3e mandat, c'est de penser qu'on n'est pas forcément en prise directe avec le terrain pour un territoire. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous dans les fédérations, mais pour nous, pour le coup, un territoire du CNOSF déconcentré en région a ses connexions avec les chambres de commerce et d'industrie.
Nous avons donc ces liens directs avec qui nous travaillons et avec qui nous parlons de sport toute l'année. Tout à l'heure, Gérard d'Auvergne-Rhône-Alpes a expliqué que ces entreprises ont évidemment tout leur développement local. La Fondation du sport français récupère les grandes entreprises du CAC 40 et l'ensemble des grands mécènes qui eux-mêmes donnent ordre à leur direction régionale de venir sponsoriser, font une captation dans leur budget de mécénat. Et donc, le sujet, c'est comment est-ce qu'on peut être rassuré à l'avenir pour qu'on repasse éventuellement sur une fondation du sport français directement pour avoir cette connexion avec la réalité de nos licenciés des territoires qui viennent nous parler à nous, les présidents de ligue, les présidents des territoires de région et en connexion avec les collectivités. C'est juste ces petits réglages qu'il faut qu'on arrive à faire. Ce qui est un peu différent pour les fédérations, et vous me parlez au nom d'une fédération, qui fait que vous avez aussi, vous, un intérêt à avoir un contact direct avec du sponsoring national, ne serait-ce qu'avec les partenaires que vous avez en direct. Voilà, pardon, Victor. Non, je suis désolé, Hervé, à chaque fois, mais globalement, Hervé vous t'enverra les contacts de Fidal ou Fidelis, tu choisiras Anaël. L'idée aussi, parfois, au niveau des territoires, c'est se rapprocher des CCI, qui elles-mêmes ont ensuite des contacts, si je fais le lien. Et nous, avec Bertrand, on va t'envoyer les contacts des 2 entités avec lesquelles on travaille sur l'accompagnement, en plus de Delphine et la Fondation du sport français, évidemment. Et puis, tu feras ton marché dans tout ça, peut-être pas le bon terme, mais... On a aussi quelques contacts à t'envoyer, Anaël, et aux autres qui sont intéressés. Je me permets de passer la parole, sauf si Delphine voulait intervenir 1 minute. Vas-y, Delphine, je t'en prie. Répondre rapidement à Hervé, effectivement, depuis 3 ans à la Fondation du sport français, on a une stratégie de territorialisation dans notre relation avec les mécènes et les sportifs en territoire. Et on a 5 délégués, donc des délégués territoriaux, dont effectivement une qui s'occupe de la région Auvergne-Rhône-Alpes et PACA. C'est la même, hein, qui s'appelle Pauline Paganon, que vous devez connaître, du coup, j'imagine? Non? Ok, parfait. Donc, elle est super. Et donc, c'est elle, votre interlocutrice, hein, et effectivement, en termes de mise en réseau en territoire, il faut compter sur elle. Magnifique, Delphine. Merci. Du coup, je passerai la parole à Anne-Sophie Thébault, DRH du CNOSF, qui est avec nous. J'espère qu'elle est encore là, évidemment. Anne-Sophie, je t'en prie. L'idée, c'est de faire un focus sur le mécénat de compétences qui a été abordé, qui a été évoqué. Je sais que pas mal de fédés et d'entités déconcentrées se posent la question de comment on peut l'opérer, de comment l'orchestre, de qu'est-ce que ça nécessite. Et on a la chance d'avoir Anne-Sophie avec nous, qui est assez experte sur ces sujets. Je t'en prie, Anne-Sophie. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ah, vous le voyez. On le voyait, et puis là, on a revu la vision. Et là, vous le voyez? Oui, là, c'est bon. On a la présentation. Super. Parfait. L'idée, c'était de venir rapidement sur les éléments relatifs au mécénat de compétences. Donc, le mécénat de compétences, c'est une forme de mécénat. Aujourd'hui, il y a à peu près 30 000 entreprises en France qui sont dans les dispositifs de mécénat. Et je voulais juste vous donner rapidement le dispositif. On en a beaucoup parlé jusqu'à présent, mais c'était essentiellement du mécénat financier, donc c'est-à-dire un don d'argent. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir un mécénat humain, en quelque sorte. Et pour vous donner le mécanisme qui est intéressant, et on reviendra sur les slides après, en fait, le mécénat de compétences, c'est un dispositif qui est gagnant pour les 3 entités. On a 3 entités que sont d'une part l'association sportive que vous voyez sur la droite. Il y a une autre entité qui est l'entreprise ou la fonction publique. Maintenant, c'est aussi possible de le mettre en place. Et on a une 3e entité qui est en fait une personne physique qui est le collaborateur, c'est-à-dire la personne qui est salariée de l'entreprise. Donc aujourd'hui, le mécénat de compétences, ça équivaut à mettre à disposition ou via une prestation, on verra tout à l'heure, une personne qui fait partie, par exemple, d'une grosse entreprise à disposition d'une association sportive pour venir l'épauler pendant une certaine période sur une thématique particulière. Je vous prends un exemple, une association qui souhaiterait développer un plan de communication, qui a peut-être pas les ressources en interne ou qui sait pas comment s'en sortir ou qui sait pas par quel bord aborder les choses. À ce moment-là, elle peut faire appel, par exemple, à une agence de com qui pourrait faire du mécénat de compétences en lui mettant quelqu'un à disposition une journée par semaine pendant plusieurs semaines ou 2 jours par semaine. Enfin voilà, c'est vraiment de la négociation à avoir. Donc,
Si on reprend nos 3 entités, on a donc ce collaborateur qui va être mis à disposition, qui est salarié de cette agence de communication, qui va être mis à disposition de votre association sportive. Donc le collaborateur, pour lui, c'est quand même une expérience extraordinaire parce que ça va lui permettre de découvrir un nouveau secteur, le sport, qu'il connaît peut-être pas, le monde associatif, qu'il connaît peut-être pas. Donc lui, c'est une expérience en termes humains et en termes de compétences qui est valorisable. Pour l'association, on comprend que le gain, effectivement, c'est d'avoir une compétence qui va arriver pour l'association et qui est entre guillemets gratuite. Pour l'entreprise, donc en fait, elle, l'inconvénient quand même dans tout ça, c'est qu'elle va perdre un collaborateur pendant une partie de son temps de travail. Mais elle va pouvoir, en contrepartie, le valoriser puisqu'elle va pouvoir le valoriser en mécénat de compétences et donc le déduire de son impôt sur les sociétés en fin d'exercice. Et elle va pouvoir également le valoriser dans le cadre de sa politique RSE. Donc vous voyez qu'en fait, c'est un mécanisme avec 3 acteurs qui sont liés par des dispositifs différents sur lesquels on va revenir, mais qui permettent à chacun d'avoir un intérêt dans le dispositif. Donc, si on revient sur les mécanismes, ce qui est important, c'est les documents dont on a besoin. Il va falloir une convention de mécénat de compétences entre le club ou l'association sportive et l'entreprise. Il va falloir également, si on est dans le cadre d'un mécénat de compétences sous la forme de prêt de main-d'œuvre, à ce moment-là, il va falloir un avenant au contrat de travail du collaborateur dans l'entreprise. Et donc, l'entreprise, après, elle pourra déduire le salaire pro rata temporis, c'est-à-dire, par exemple, si c'est qu'une journée par semaine, on va calculer combien ça coûte une journée par semaine sur le mois, par exemple. Donc, elle pourra déduire 60% du salaire chargé pro rata temporis du collaborateur. La grande nouveauté qui était... Enfin, où avant on n'était pas très à l'aise, en tout cas dans le monde associatif, c'est que c'était réservé qu'aux grosses entreprises de plus de 5000 collaborateurs. Et là, maintenant, depuis 2024, c'est possible pour des entreprises de moins de 5000 salariés de pouvoir mettre en place le mécénat de compétences. Et on a également un allongement de la durée maximale qui était auparavant de 2 ans et qui maintenant passe à 3 ans. Pourquoi c'est intéressant? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des grosses boîtes comme Orange ou Allianz, par exemple, qui, dans la gestion de leurs collaborateurs en fin de carrière, plutôt que de les forcer un peu à aller à la retraite, mettent en place un mécénat de compétences qui peut parfois être sur une durée de 2 ou 3 ans à temps plein pour le compte d'une association. Donc c'est vraiment un dispositif que vous pouvez mobiliser, qui est hyper intéressant. Ça vous permet d'avoir une nouvelle compétence qui arrive dans votre association, qui peut-être restera par la suite si c'était quelqu'un qui va partir à la retraite. Donc c'est un dispositif qui est intéressant. Et ce sur quoi je voulais aussi vous faire une petite distinction, c'est qu'il y a une distinction entre le mécénat de compétences sous forme de prestation de service et le mécénat de compétences sous forme de prêt de main-d'œuvre. Globalement, pour le club et pour l'association, pour l'entreprise, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que le prêt de main-d'œuvre, c'est le contrat de travail. Je vais faire une mise à disposition de mon collaborateur pendant les 1 ou 2 journées par semaine pour aller travailler auprès de l'association. Donc, ça va être un prêt de main-d'œuvre. Attention, il ne doit pas être lucratif, donc c'est-à-dire qu'il y aura vraiment une valorisation à l'euro du salaire chargé en fonction du temps pendant lequel il a été mis à disposition. Et sinon, vous avez également la prestation de service. Par exemple, quand on parlait de notre agence de com tout à l'heure, l'agence de com, elle sait très bien que, par exemple, faire un plan de com, enfin, elle sait très bien, elle est capable de valoriser le coût de la réalisation d'un plan de com d'un CROSS, d'un GDOS ou d'une association ou d'une fédération. Et donc, elle dira peut-être, je sais pas, moi, c'est pas trop mon métier, donc je connais pas les tarifs, mais disons, par exemple, c'est 10 000 €. Et ben, elle pourra valoriser ces 10 000 € sous forme de mécénat, de compétences, et donc le défiscaliser et le déduire de ses charges après. Il y a un autre point sur lequel je veux vous alerter concernant le mécénat de compétences. Donc c'est 60%, on en a parlé, la valorisation, on en a parlé aussi, et les plafonds, vous les voyez ici, qui sont inscrits. Il y a quelque chose sur quoi il faut être attentif, c'est que le mécénat de compétences, c'est pas parce qu'on décide de le mettre en place que ça marche. En fait, ce qui est important, et parfois il y a un peu cet écueil, c'est qu'on oublie de faire le diagnostic de quelles sont les compétences dans l'association dont on a vraiment besoin. On se dit, il y a une opportunité parce que peut-être on connaît une boîte qui est d'accord pour nous faire du mécénat de compétences. Mais ce qui est important, c'est comme quand vous voulez recruter quelqu'un, il y a la nécessité de bien définir les missions et de savoir quelles sont vos attentes par rapport à la personne que vous allez accueillir. Après, il y a une autre, dans cette mise en place, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est l'accompagnement et la formation. Parce que les personnes qui vont venir en mécénat de compétences dans votre association,
Elles n'ont peut-être pas les codes du fonctionnement d'une association, avec les relations avec les élus, les relations avec les salariés. Et c'est important de les accueillir correctement et de bien les accompagner dans cette prise de fonction, parce qu'elles découvrent parfois un univers nouveau. Et ce qui est important, ensuite, c'est de pouvoir faire un bilan chiffré pour pouvoir le communiquer aussi à l'entreprise, qu'elle puisse derrière le mettre en impact dans son rapport RSE. C'était pour vous donner les principaux éléments. Je ne sais pas si c'était clair. En tout cas, je suis à votre disposition si vous avez des questions, parce que je pense que c'est vraiment un mécanisme d'avenir pour le monde sportif. Parfois, on a des difficultés à avoir toutes les compétences en interne. On sait que ça coûte très cher. Et à côté de ça, le monde de l'entreprise a besoin aujourd'hui d'avoir ce rôle sociétal. Et quoi de mieux pour avoir ce rôle sociétal que de s'impliquer comme ça dans le mouvement associatif sportif et de pouvoir apporter des compétences que eux-mêmes peuvent défiscaliser par la suite dans leur impôt sur les sociétés. Merci Anne-Sophie. Peut-être si on a un exemple. Alors je sais que le CNOSF l'avait fait avec La Poste il y a quelques années. Je sais que la Fédération française de moto, je ne sais pas si Adrien et des nôtres ou pas, l'avait fait avec un cadre de BNP Paribas sur une mission très précise et, comment dirais, bien fléchée qui avait été faite sur la transition énergétique, l'impact, tout ce qui était développement durable au sein de la Fédé, qui n'existait pas en tant que mission avec la création d'un poste. Donc sur un périmètre bien défini, comme tu l'as rappelé, ce qui est important. Oui. Oui, effectivement, ouais, c'est un dispositif dont on a bénéficié avant même la création de notre fondation sous égide. Et donc, effectivement, on a eu un collaborateur de BNP Paribas qui a été détaché pendant près de 2 ans à nos côtés et qui nous a aidé justement à développer des projets que l'on avait sur le volet environnemental. Voilà, merci. Merci beaucoup, Adrien. Ça m'évite de dire une bêtise. En tout cas, voilà, s'il y a des questions pour Anne-Sophie, ou si Anne-Sophie, je ne sais pas si tu acceptes de mettre ton mail aussi dans la... avant que je laisse la parole à Stéphanie, peut-être mettre ton mail dans la conversation. Et si certains ont des questions, Stéphanie, je t'en prie. Oui, donc alors avec Anne-Sophie, on a un point téléphonique demain, donc j'ai des questions très précises. Mais en tout cas, nous, on est donc Fédération de plongée, on est très intéressés par le mécénat de compétences, puisqu'on a aujourd'hui des nécessités de transformation assez importantes au sein de la Fédération de plongée, tant en interne sur notre système d'information, tant sur la valorisation de nos diplômes de plongée par rapport à d'autres organismes de formation, parce qu'on n'a pas le monopole de la formation de plongée, donc on a des problématiques de cet ordre, et puis on a une problématique de sponsoring, puisqu'en fait, plus ça va et plus les budgets, on va dire, et les subventions étatiques diminuent. Nous, on a donc Fédération de plongée, on a 15 activités différentes. Il y en a qui sont sport olympique, et puis il y en a pas du tout. Et donc, nos budgets sont limités. Et aujourd'hui, on a besoin de transformer notre fédération. Et donc, j'entends directeur de communication, responsable partenariat. Et donc, j'ai cherché beaucoup d'informations sur comment on accédait justement à ces fameux salariés et à ces entreprises et ces 30 000 entreprises qui pouvaient volontiers participer à l'essor des fédérations. Et donc, je suis très intéressée pour avoir toutes ces informations-là, parce que ça fait quand même quelques mois que je cherche ça. J'ai trouvé des acteurs, mais c'est des plateformes, je ne suis pas sûre qu'elles soient très bien référencées. Et voilà. Et donc, je saisis l'opportunité pour poser toutes les questions demain à Sophie et pour en faire un rapport à la présidence. Donc, voilà. Juste peut-être si je peux apporter une précision, le point que vous soulevez est important en fait, c'est d'arriver à trouver les acteurs qui ont envie d'investir dans le monde du sport. Alors là, tel que je vous l'ai décrit, ça a l'air génial. Après, quand il s'agit de passer à l'action, c'est parfois un peu compliqué. Et moi, j'ai essayé de faire cet exercice et ça n'a pas été toujours facile. Et je vais vous faire part de mon expérience en fait. C'était de rencontres avec des grosses entreprises qui effectivement ont des dispositifs en interne pour la promotion du mécénat de compétences. Et ce qu'on constate en fait,
c'est que ces grandes entreprises, souvent, elles flèchent le mécénat de compétences en direction de causes d'intérêt général et le sport, et pas toujours dedans. Mais par contre, ça, c'était avant Paris 2024. Peut-être que maintenant, depuis Paris 2024, les choses ont évolué. Les sociétés de grande ou petite taille ont pris conscience de l'impact qu'elles pouvaient avoir au travers du sport. Donc, ça peut être un exercice intéressant à réaliser maintenant. Et après, vous avez aussi la possibilité, parmi vos licenciés, vos membres, de dire on veut mettre en place le mécénat de compétences. Aujourd'hui, vous êtes bénévole pour le compte de vos associations, mais peut-être que vous pourriez demander à vos entreprises, parce que vous avez votre autre casquette de salarié, de mettre en place du mécénat de compétences. Donc en fait, je pense qu'il y a différents moyens d'arriver à mettre en place le mécénat de compétences. Effectivement, les grosses entreprises, c'est ce qui paraît le plus alléchant, mais quand vous n'avez pas de porte d'entrée, c'est quand même compliqué de mobiliser les personnes. Après, il suffit juste d'une rencontre parfois pour arriver à trouver la bonne personne. Et l'autre thématique, ça peut être en passant par vous, votre vivier de licenciés, pour pouvoir activer les choses et voir est-ce qu'on peut mettre en place du mécénat de compétences, les informer peut-être tous vos licenciés et leur dire voilà, le mécénat de compétences, parce que les personnes parfois ne connaissent pas le mécanisme. Peut-être qu'elles sont dans des grosses boîtes comme EDF qui favorise le mécénat de compétences, Orange ou autre, et qui suffirait juste qu'elles lèvent le doigt en allant rencontrer les RH ou la personne qui s'occupe du mécénat de compétences en disant moi j'aimerais bien faire du mécénat de compétences, ça me permet aussi de redonner un nouveau sens à ma carrière. Enfin, j'en sais rien. Il y a une histoire à imaginer. Mais voilà, vous avez ces deux possibilités pour mettre en place le mécénat de compétences. Mais on pourra en reparler avec grand plaisir demain matin. Ouais, et moi je renchéris sur les propos d'Anne-Sophie. Effectivement, un sport comme le vôtre qui est hyper technique et hyper spécifique, si vous trouvez pour que la greffe prenne en tant que mécénat de compétences, le plus simple et le plus efficace, c'est le côté passionnel. Et donc il y a probablement un de vos licencié de la fédération qui est donc membre d'un club et qui est aussi salarié d'un groupe ou d'une entreprise qui serait prêt à le faire. Et là, vous avez quelqu'un qui connaît déjà le jargon de votre métier, de votre activité. Et à mon avis, c'est le cœur de cible pour trouver quelqu'un pour faire du mécénat de compétences. Je suis d'accord avec Anne-Sophie. Merci beaucoup. Merci Anne-Sophie. Je ne sais pas s'il y a encore une question ou une interrogation. Ah, Gérard, je t'en prie. Le Val d'Oise. C'est encore le Val d'Oise, oui. Il y a quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Si je ne fais pas de bêtises. Oui, c'est Gérard Braglia du DOS 95. Une petite question plus générale. À l'heure où les recherches d'économie sont un peu générales dans notre pays, a-t-on des informations sur la garantie du maintien de ce genre de dispositifs qui apparaissent qui pourraient apparaître pour certains comme des niches fiscales, sachant qu'à ce jour, même si j'ai entendu que des conversations très vertueuses aujourd'hui, de grands clubs sportifs, notamment collectifs, dévoient très fortement le dispositif du mécénat qui s'apparente maintenant très largement à du sponsoring sportif déguisé en mécénat. Alors, on n'a aucune garantie et effectivement, pendant au mois de juin, sous le gouvernement Bayrou, ça a été à un moment le mécénat a été remis en cause, mais il y a des associations qui sont leaders sur le marché comme l'Amicale, qui est un peu le porte-parole du mécénat en France, qui a défendu la cause du mécénat parce qu'il n'y a pas que le sport, il y a aussi la culture, il y a tous les aides caritatives, les restos du cœur et autres qui vivent qui peuvent financer leurs actions, qui financent leurs actions par le mécénat. Donc ça a été mis en avant. Alors effectivement, il n'y a aucune garantie. Quand vous dites que c'est de la déduction, que c'est une niche fiscale, le mécénat n'est pas une niche fiscale. Parce que qui dit niche fiscale, ça veut dire une économie, alors que le mécénat, ce n'est pas une économie, ça vous coûte quand même 40%. Pour l'entreprise, ça coûte quand même 40% et 34% pour un particulier. Mais la déduction n'est que de 60 ou 66%. Donc il reste un coût. Donc ce n'est pas s'il est dévoyé comme certaines fois en termes de sponsoring, ça reste une économie, ça reste une niche fiscale.
Oui, mais non, ce n'est pas une niche fiscale et justement l'enjeu aussi de l'accompagnement qu'on vous propose sur le mécénat, qui n'est pas du sponsoring. Là, je vois qu'il y a pas mal de gens qui demandent des infos sur le sponsoring là, dans le chat, mais là, on parle de mécénat, ce qui n'est pas la même chose, pas le même métier. Le but aussi du mécénat et notamment de l'Admical qui soutient et qui développe le mécénat en France, c'est justement de bien respecter les règles déontologiques, de ne pas faire n'importe quoi. Et justement, il y a je l'ai vu aussi qu'il y a des entités qui font un peu qui font un peu n'importe quoi ou qui comprennent pas la distinction entre les deux. Et tout l'enjeu est aussi de bien respecter les règles du jeu, parce que le jour où l'administration fiscale va mettre le nez dans votre compte, si dans les comptes de votre assos, si c'est mal géré, si c'est mal fait et qui requalifie, comme le disait tout à l'heure Hervé, si du mécénat est requalifié par l'administration fiscale 3 ans plus tard en sponsoring, la perte de crédibilité est quand même assez importante vis-à-vis du mécène et vis-à-vis du mouvement sportif en général. Donc c'est important de bien respecter les règles du jeu et il y a des règles de déontologie à suivre. C'est pas sorcier, voilà, faut juste les respecter et faire les choses dans les règles de l'art. Merci. Je vous propose de conclure là-dessus. Grand merci à toutes et à tous d'y avoir participé. Merci à Hervé, à qui on laisse du coup le loisir de reprendre la route. Maintenant, tu peux démarrer, Hervé, je t'en prie. Merci à Stéphanie, merci à Delphine qui est déjà partie. Merci à Anne-Sophie, bien sûr, avec qui vous avez les coordonnées des uns et des autres, normalement dans la conversation ou par ailleurs. N'hésitez pas, on sert aussi avec Bertrand à créer ce réseau. Les uns et les autres ont forcément des questions que les uns et les autres peuvent adresser. C'est tout l'objet de ce réseau. Vous faire un petit rappel, alors là, c'est plus pour les fédérations, qu'il y a le séminaire Transfo Eco qui a lieu le 11 décembre prochain dans les locaux d'Alliance et qui aura du coup un témoignage de la chargée de mécénat de l'Opéra de Bordeaux qui sera là avec nous. Donc, pour prolonger ces échanges et qu'elle vous parle de comment elle structure ça dans la culture, sachant que la culture a un peu d'avance, je vous invite à venir, ça devrait être passionnant. Rappelez qu'il y a des accompagnements du coup les 3 et 4 décembre sur à la fois organismes de formation et mécénat. Si certains sont intéressés, en faire part peut-être à Thomas, Rama qui est là et Bertrand, et on voit ce qu'on peut faire, mais en tout cas, on vous a en tête pour ce qu'on compte lancer en 2026. D'ailleurs, en 2026, on lance un accompagnement sur la recherche de fonds européens. Donc pareil, normalement, vous avez dû voir partir des mails à la fois dans le réseau des territoires et dans le réseau des fédérations, avec une date les 6 et 7 janvier prochains, sachant que les délais ensuite pour déposer les dossiers sont assez contraints derrière, donc on est obligé de le faire assez tôt dans l'année. Pareil, là, ça dépendra des manifestations d'intérêt, de la maturité et de la réponse de la Fédé ou du territoire au dossier de candidature. N'hésitez pas aussi si vous avez des sujets, des actualités des uns et des autres, par exemple le Club des légendes du sport. Si on avait su ou si j'avais su, peut-être que j'aurais pu le relayer dans la newsletter d'une manière ou d'une autre. C'est intéressant pour les autres, Gérard. Mais il faut que Thomas et nous, on le sache pour le mettre dans la newsletter. C'est valable pour les fédérations comme pour les territoires. Ou si vous avez des interrogations, un sujet. Je sais qu'à l'époque, avec Stéphanie, en dehors du mécénat, on s'était penché sur la boutique en ligne. Et ben, on en a fait un temps d'échange pour tout le monde sur la boutique en ligne. Peut-être qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas en tête avec Bertrand et dont on peut se servir de ça pour faire des temps d'échange en 2026. Voilà, on est à dispo. Merci encore tous les interlocuteurs. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et évidemment, ceci est enregistré. Ensuite, fera l'objet d'une vidéo dans le centre de ressources du CNESF. Je vous invite à aller voir tout ce qu'on vous met à disposition. Bon après-midi et bonne journée à tous. Encore merci. Au revoir, bon après-midi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.